Actu Foot Podcast. Le son du ballon. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Actu Foot Podcast pour un nouveau numéro de votre nouvelle série Un jour un club, le podcast qui part à la découverte des clubs de foot du football amateur maralpin et des clubs qui font battre le cœur de vos villes, de nos quartiers, de nos villages. Et aujourd'hui, direction la frontière monégasque entre mer et montagne pour parler d'un club à l'identité bien marquée, l'Union Sportive Cap d'Aille. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Joël Delalande, le président du club, et le vice-président Pierre Lombard. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors avant de commencer, déjà merci de nous recevoir ici au sein du clubhouse de Cap d'Aille. Est-ce que vous pouvez déjà, pour commencer, de vous présenter? On va commencer peut-être par vous, monsieur Delalande. On vous connaît quand même, ça fait quand même plusieurs années maintenant que vous êtes là. Mais un petit peu, nous parler un petit peu de vous et depuis quand du coup vous êtes au club. Je suis au club depuis 35 ans. Plus j'avais passé 2 ans auparavant en tant que joueur. Donc ça fait 37 ans d'ancienneté dans ce club. Ça commence à faire une trotte là. Oui, ça fait une belle page. Ah, ça fait une très très belle page. Pierre, pour vous? Plus longtemps que ça, moi j'ai dû commencer à l'USCA à l'âge de 9 ans et j'en ai 70. Il y a eu une petite coupure quand je suis allé habiter à Beaulieu. J'ai tout fait à Cap d'Aille. J'ai été joueur, j'ai un peu entraîné aussi. Après j'ai été président avec Joël qui était entraîneur. Et puis mon fils en 17 est venu jouer ici il y a 10 ans. Il a 27 ans maintenant. Donc ça fait 10 ans que je suis à côté de Joël. Ça fait quand même une très belle expérience au sein du club. Justement, ce club, comment vous pouvez le décrire en 3 mots? À la fois convivial, sérieux et avec une boussole sur l'avenir quand même. Ouais. L'US Cap d'Aille, c'est un club qui résonne depuis des décennies, depuis sur la Côte d'Azur. Il me semble même que vous avez fêté vos 100 ans. Parce qu'il y avait eu un tournoi du centenaire il y a 2016. Exactement. Actu Foot était là d'ailleurs. Comment est né le club et quelle est l'histoire derrière sa création? En tout cas, quels souvenirs vous avez de ça? Celui qui a créé le club, c'est M. Baronetto en 1916, qui était très impliqué dans la mairie et au niveau de la jeunesse. Et il a formé un club omnisport. Et à Omnisport, à l'origine, il y avait une section basket, une section foot, bien sûr. Handball aussi, oui. Il y avait le stade était sur ce qui est le terre-plein. Et natation. Natation aussi, voilà. Ah ouais. Et petit à petit, ça s'est restreint et on est devenu jusqu'à foot. Par manque aussi d'infrastructure au départ, en 1916, ça se jouait sur du goudron avec le truc, à l'extérieur. Voilà. Ok, donc forcément, avec l'évolution aussi du paysage, a fait que vous êtes restreint quasiment que sur du football, parce qu'il n'existe pas d'autres sections à l'US Cap d'Aille aujourd'hui. Justement, au fil des années, le club a connu des hauts, des bas. Quels ont été, selon vous, les grands moments marquants? Les grands moments marquants, ça a été, je pense, ça a été la transition entre la présidence et les présidences qui se sont succédées, celle de Pierre Lombard. Parce qu'on a amorcé un virage où on a pensé plaisir et football. Et développement du football de la jeunesse. Donc sa transition, ça a été pour moi, en ce qui me concerne en tout cas, le moment marquant de l'histoire de Cap d'Aille. Quel public on retrouve au sein des licenciés? Il y a beaucoup de Cap d'Aillois. On a 575 licenciés. Sur les 575 licenciés, il y a 145 Cap d'Aillois. Et tout le reste, c'est la périphérie, notamment celle de Monaco. Oui, forcément. C'est vrai que vous êtes dans un secteur assez particulier. Au fil des années, forcément, il y a des personnages qui sont passés au sein de ce club. Est-ce qu'il y a un dirigeant, un entraîneur, un éducateur, un joueur peut-être même qui a marqué un petit peu l'histoire de Cap d'Aille? Ah, je vous pose une colle là. Non. Il y en a beaucoup, peut-être. Ah oui. Enfin, des noms qui ont marqué, en tout cas, qui sont venus nous aider. Il y avait Guy Mengual, qui était passé par le GC ici aussi. Et alors Jean-Luc Ettori et Claude Puel. Claude Puel, bien sûr. Donc tous les deux ont été joueurs. Moi j'étais entraîneur, à l'époque Pierrot était président. Jean-Luc était joueur. Il n'était pas dans les buts, il jouait devant.
Et Claude donc était joueur au milieu du terrain, donc avant qu'il prenne la direction de l'AS Monaco. Ah oui. Il a arrêté en cours de saison et il a pris la place de Jean Tigana. Donc il nous a laissé à ce moment-là. En tant que joueur, on va dire, ça a été les 3 joueurs les plus marquants. Ouais. Les dirigeants. À part nous, Ouais. À part vous, parce que c'est vrai que déjà, c'est vrai que déjà vous, ça prend déjà une grosse partie de l'histoire. Hein. On va parler de l'ancienne équipe. Peut-être à Cap d'Aille, nous avions un secrétaire général qui était emblématique, on va dire, à l'époque, c'était M. Vassalo, qui avait créé le tournoi du blé qui lève. Sinon, comme dirigeant vraiment emblématique, à part M. Baronetto, qui est vraiment, la figure essentielle du début de l'US Cap d'Aille. Ouais. puis en personnalité capdailloise, il y avait Janine Tardey, qui était une adjointe au maire, première adjointe au maire, longtemps, et qui a toujours été présidente d'honneur. Justement, on le disait tout à l'heure, il y a un contexte particulier à Cap d'Aille, c'est que vous êtes un peu enclavé, c'est une petite commune près de Monaco. Est-ce que cette proximité, elle a une influence sur le développement du club ? Oui et non. Oui, sportivement. Parce qu'en réalité, cette enclave entre Monaco et maintenant la Riviera, donc qui sont 2 clubs quand même au niveau des jeunes qui sont quand même bien implantés, et doit nous stimuler pour exister. Il y existe une vraie compétitivité entre Monaco, la Riviera et nous-mêmes. Et puis au-dessus, avec le FC Beau Soleil. Donc il y a forcément une compétitivité entre tous ces clubs. Oui. Et nous, ça doit nous permettre d'exister, de se développer et d'essayer d'amener toujours nos équipes au plus haut niveau. Donc forcément, ça a un impact. Est-ce que vous n'avez pas peur que dans un futur, il y a peut-être moins de joueurs de la périphérie qui viennent sur Cap d'Aille ? Ça nous oblige sur les 3 qualités du club qu'a donné tout à l'heure Joël, à être bon là-dessus, sur le sérieux, sur notre projection vers l'avenir, notre projet sportif au niveau des jeunes, ça nous oblige. Oui, forcément. On va s'intéresser maintenant peut-être à l'âme du club. Déjà les couleurs, elles sont reconnaissables depuis maintenant des années. Est-ce que vous avez un peu d'où est-ce qu'elles viennent, l'histoire qu'il y a autour de ces couleurs ? Que des suppositions, en fait, on va dire, parce que la réalité, voilà. Donc en fait, ça vient, Cap d'Aille, c'est la ville, la tour et les abeilles. Donc il y a un symbole avec, à l'entrée dans la commune, une tour sarrasine, et des abeilles au-dessus, si vous avez déjà eu le gazon, etc. Donc en réalité, le jaune et noir, il vient de l'abeille, en fait. On voit d'ailleurs également sur votre logo, hein, d'ailleurs. Donc ça vient de là, la couleur jaune et noir. Pour ceux qui ne le savent pas, parce qu'il n'y a pas forcément tout le monde qui le sait, justement, le logo, est-ce qu'il a évolué dans le temps ? Il ne ressemblait pas, j'imagine, à celui qu'on a aujourd'hui. Il a beaucoup évolué. Le dernier qu'on a, c'est depuis, ça fait 2 ans qu'on l'a, c'est suite à un concours qu'on a organisé au sein du club pour motiver les gens. Du coup, c'est une personne du club qui a créé ce logo. Oui. Ah, c'est quand même énorme. Parlons aussi du stade. On est juste à côté. Le stade qui a été renommé il y a peu, Stade Didier Deschamps. Justement, c'est un lieu qui est symbolique, juste à côté du stade Louis II, un vrai repère quand même pour les licenciés. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur son histoire, le choix également de ce nom, Didier Deschamps ? Le choix, on y viendra après, mais par contre pour l'histoire, je préfère que ce soit Pierre Lombard. il était adjoint au sport avant l'ancienne municipalité, donc ça fait le premier stade de Cap d'Aille était un peu plus loin sur la plage marquée. Près de la plage marquée, Près de la plage marquée, et c'était sur une ancienne décharge. Et avec une signature pour tout le complexe qu'on a tout autour de nous, la municipalité de l'époque avait négocié pour avoir cet espace-là. C'était en 87. Et depuis, on est là, quoi. Et c'est particulier quand même. C'était très particulier. Tous ceux qui se rappellent, les anciens qui se rappellent l'ancien stade, quand on est passé de là-bas à ici, ça a été quelque chose de magique. C'était du sable avec un peu des mottes de terre. Notre clubhouse, c'était une vieille de chantier, un alomate de chantier vert. Oui, une véritable évolution. Ah oui. Il y a vraiment une véritable évolution, parce que là aujourd'hui vous avez quand même... Et ça nous a permis aussi, l'évolution physique, ça nous a permis une évolution du club extraordinaire. Oui. On va revenir sur le nom, Stade Didier Deschamps. Ça s'est fait il y a très peu. Pourquoi ce nom-là ? Alors, c'est
uniquement le maire de Cap-d'Aille, Xavier Beck, qui a pensé à ça. Donc, il a dit, Didier Deschamps est habitant de Cap-d'Aille, il habite chez nous, je vais lui demander s'il veut bien que le stade de Cap-d'Aille s'appelle Didier Deschamps. Il l'a fait, et Didier Deschamps a répondu avec plaisir. Donc cette idée-là, elle appartient au maire de Cap-d'Aille. Ça vous a servi à quelque chose? Est-ce qu'on reconnaît plus facilement le stade ou pas vraiment? Vous n'avez pas senti quelque chose de nouveau autour de ça? Franchement, il y a des gens qui parlent du stade Didier Deschamps et puis le stade de Cap-d'Aille. Oui. Voilà. Oui, donc, avant, on disait, quand c'était encore là-bas, le stade de Cap-d'Aille, aujourd'hui, on parle du stade Didier Deschamps. Bah nous, on parle encore du stade de Cap-d'Aille en interne. Mais Ouais. bon. Parce que c'est comme ça qu'on l'a connu, donc forcément, ouais. ça aide. Est-ce qu'il y a une ambiance particulière les jours de match, notamment pour l'équipe première, peut-être? Pas du tout. Je ne pense pas que la meilleure ambiance soit celle des matchs de l'équipe première. Je pense que chez les jeunes, il y a beaucoup plus d'ambiance. Ouais, carrément. Ouais. C'est très suivi. Notamment, notamment chez les 18, R1, les 16, les 17, les 15, les 14. Il y a beaucoup de monde dans les tribunes et beaucoup de parents. Mais l'équipe première, non, il n'y a pas encore un engouement extraordinaire. Vous avez parlé tout à l'heure de la mairie. Quel est le lien, justement, qu'il y a entre, historiquement même d'ailleurs, entre le club et la mairie? Il est fort. Il est fort. Très fort. Il est fort. D'ailleurs, l'histoire de Cap-d'Aille, ça a toujours été une histoire de lien très forte entre Cap-d'Aille, la commune, les Cap-d'Aillois, les municipalités qui se sont succédées avec leur maire. Et il y a toujours ce lien très fort qui existe. Aujourd'hui, on peut dire que de travailler main dans la main avec la mairie, c'est quand même c'est un plus. Un plus. Ouais, c'est un plus. On parlait du stade et de sa disposition. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait d'avoir qu'un seul terrain, ça freine pas un petit peu l'expansion un petit peu du club? Parce que forcément, j'imagine qu'en termes de créneaux, à un moment donné, vous pouvez pas pousser non plus les horaires très tard. On fait des miracles. J'imagine. Je peux vous dire qu'on a un staff extraordinaire autour d'Alex Ticata, d'Ahmed Laftas, autour d'Éric Porte, les trois référents. Des miracles. Pour 570 licenciés avec autant d'équipes que nous avons et des créneaux. Vous savez qu'entre chaque créneau, il n'y a pas une minute de répit. Ça veut dire que quand une équipe elle termine l'entraînement, la suivante elle vient, elle prend le créneau. Donc c'est des miracles, il faut dire la vérité. Donc il nous manquerait un demi-terrain, ne serait-ce que pour le foot à 8. C'est bien sûr, mais il n'y a plus aucun espace dans la commune de Cap-d'Aille. Aucun. Est-ce qu'il y a une proximité, on parlait avec la mairie, mais est-ce qu'il y a une proximité, un lien avec la principauté pour ne serait-ce que, par exemple, le Monégasque qui n'est pas non plus très très loin? Non, avec la principauté, non. Il y a une proximité avec l'ASM. Oui. Mais quand eux négocient pour avoir des créneaux, ils négocient avec la mairie. C'est sûr que la municipalité demande, mais ils ne négocient pas avec nous. Okay. Mais toutes ces contraintes favorisent le fait qu'on soit sérieux et on développe. Quand c'est difficile, ça demande de la réflexion et de la projection. C'est ce qui fait votre force d'ailleurs. Parce que... c'est un peu notre force. Ouais, c'est ce qui fait votre force. On parlait du nombre de licenciés. Il y a combien d'équipes à Cap-d'Aille et ça va de quelle section entre guillemets? On va dire on a une équipe loisir qui est une équipe vétéran, qui est même avec un petit créneau le samedi matin. On permet à des anciens joueurs de Cap-d'Aille de s'amuser. Après, ça part de la D1 jusqu'au débutant, jusqu'au U6. On a même une équipe U5. Et à l'intérieur de tout ça, donc ça doit faire à peu près 24 équipes, en gros. Ouais. Il y a une section féminine ou pas? On est en train de la monter. Ah oui, donc normalement, elle doit y être après les vacances. Donc pour cette saison, il y aura une section féminine. Quel est l'objectif autour de cette section? Il y a une demande. L'objectif, c'est de proposer aussi au Cap-d'Aille, puisque maintenant le football féminin se développe, c'est de proposer à Cap-d'Ailloise la possibilité de faire du foot et d'avoir entraînement de qualité. Ouais. Et le deuxième objectif, c'est la labellisation. Ouais. Nous avions un double label, garçon-fille, et nous l'avons perdu, les filles, parce que nous n'avions plus d'équipe féminine. Donc, toutes les filles que nous avions à l'US Cap-d'Aille ont été du côté de l'AS Monaco football féminin. Okay. Donc, à partir de ce moment-là, et le fait de recréer une équipe féminine aujourd'hui, ça va nous permettre peut-être de récupérer le label féminin. C'est autour de quelle catégorie que vous allez créer la section féminine? C'est des U11, U12.
Ok, donc on va vraiment partir sur de la formation des filles. Et puis j'imagine que les équipes vont monter ensuite. C'est l'objectif, l'idée. Quels sont les piliers de votre projet sportif ? On part de ce qu'a créé la Fédération française de football, c'est-à-dire un football avec la générationnelle. Vous connaissez le principe. Bien sûr. Le principe, il est élitiste. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, il est élitiste. Ça veut dire que si vous avez un creux d'un an, d'une catégorie, par exemple, un U9, vous retrouvez ce creux un U10, vous retrouvez ce creux un U11, etc. À l'inverse, si vous avez une équipe qui est bonne, vous risquez de l'avoir bonne après l'année suivante, l'année suivante, l'année suivante. Ça veut dire que à l'intérieur du club et de la formation que nous donnons aux petits, on est obligé d'essayer de ne pas avoir ce trou-là. Et donc, c'est peut-être pour cette raison que nous avons à l'intérieur du club développer un deuxième entraînement pour tous les débutants et un troisième entraînement, malgré tous les problèmes de créneau, comme vous avez dit, un troisième entraînement pour les équipes premières dans les U10, les U11, les U12 et les U13. Pour permettre justement à arriver en U14 avec le système qui existe aujourd'hui de sélection pour jouer un 14, D1, voire R, d'être performant. C'est rare d'avoir autant de créneaux pour ces catégories-là. C'est pas tous les clubs qui peuvent se le permettre aujourd'hui. Vous avez conscience de ça ? Comme je vous dis, on a des objectifs. Il faut faire avec ce qu'on a et faire des choix et avoir des priorités. Et donc, la priorité vient d'être dite et on a trouvé le moyen de le faire. Quotidien d'un club amateur, c'est aussi beaucoup de bénévolat, de bénévoles. Vous appuyez sur énormément de bénévoles. Comment se passe la vie du club au jour le jour ? Ça se passe bien, vraiment bien, justement. Nous, l'équipe de bénévoles, on est tous des copains, donc ça se passe bien. On se partage le boulot administratif sur les équipements. Et puis on a aussi des parents qui, lors des tournois et de toutes les manifestations, viennent volontiers nous aider. Il y a une très très bonne ambiance. Vraiment. Alors, il a raison, le travail il est bien réparti, chacun a son domaine de compétences et les délégations, elles sont totalement respectées, c'est-à-dire que la personne qui a une délégation, elle va aller au bout de son projet. Elle n'a pas besoin de demander au président si je peux, si je ne peux pas. Donc, à partir du moment où, par exemple, Pierrot, il s'occupe, entre autres, de tout ce qui est équipement, il fait vraiment ce que... bien sûr, il fait ce qu'il veut, et puis après, il me propose, bien entendu. Mais je veux dire qu'une délégation, c'est une délégation. Donc, voilà. Vous travaillez beaucoup sur la confiance, du coup, forcément. C'est très important. Comment vous fidélisez les licenciés ? Est-ce qu'il y a une véritable... Est-ce que vous remarquez justement une vraie fidélisation du licencié, du plus petite catégorie jusqu'à, j'ai envie de dire, presque senior, peut-être un petit peu avant ? Oui. L'USCA, c'est beaucoup de gosses qui sont fiers d'être à l'USCA. Il y en a qui attendent les équipements pour les mettre pour aller à l'école avec. Ça, c'est une fierté. Oui, c'est une fierté. C'est une fierté. Non, vraiment, il y a une fidélisation. Et justement, ça nous fait, disait tout à l'heure Joël sur le générationnel, quand on passe du foot à 8 au foot à 11, avec moins d'équipes, on est obligé d'élaguer. Et ça, c'est vraiment une véritable déchirure. Ça, c'est quelque chose que chaque année nous... On est obligé, malheureusement, de passer de trois équipes U13 à une équipe U14. Parce qu'en football à 11, on n'a pas les créneaux pour pouvoir se permettre d'avoir deux équipes U14, U15, U16. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais. Et là, comme dit Pierrot, bien sûr que là, c'est un crève-cœur. La plupart de nos éducateurs sont d'anciens minots de Cap d'Agde. Forcément. Est-ce que vous sentez que les Cap d'Aïwa s'identifient au club ? Chez les habitants, il y a l'USCA. L'USCA, c'est l'USCA. Donc, c'est une institution chez les anciens Cap d'Aïwa. Donc, ça, c'est même pas la peine de se dire pourquoi c'est comme ça. Donc, il y a l'USCA. Après, chez les jeunes, au public, disons, qui vient voir le match, où il n'y a pas forcément... encore ce même engouement, cette même attache. On le sait, derrière chaque club amateur, il y a pas mal d'histoires, des moments d'émotion, parfois même un petit peu de folie. Si vous devez en choisir, si vous deviez choisir un souvenir fort, un match ou une saison, un événement, que vous n'oublierez jamais ? Dans la joie ou n'importe. Fort dans les deux peut-être. Dans l'émotion, ça a été quand on a changé d'équipe dirigeante à l'USCA en 82
83. Pourquoi ? Parce que c'était nécessaire, indispensable, et en même temps, il fallait se séparer de personnes. Ouais. Voilà. Donc c'était un moment qui m'a marqué. Ouais. Moi, c'est un peu différent parce que j'ai été joueur. À l'époque, l'entraîneur de notre équipe, c'était Michel Aubéry, actuel président de l'AS Monaco. Et nous étions montés 2 ans consécutivement de PHB en PHA, de PHA en DHR. Après, moi, je suis parti entraîner Menton et lui, il est parti entraîner Monaco. Et j'ai été entraîneur où là, j'ai eu des moments forts, notamment pour parler un petit peu, faire un parallèle avec la Coupe de France. Nous étions en PHB et nous avions affronté Fréjus premier, au 6e tour, premier de national, ici. Et nous avions emmené Fréjus au tir au but. Et donc, ça a été pour moi un moment à la fois très fort, mais un moment de frustration, parce que je pense qu'on avait les moyens de les battre. Si justement, il y avait une anecdote amusante, insolite, qui illustre bien l'US Cap d'Aille, qu'est-ce qui vous vient là comme ça en tête ? Allez, on va dire, lorsque nous avions invité ici le staff de l'équipe de France au complet, et que nos joueurs n'étaient pas avertis de les jeunes joueurs qui étaient là, qui faisaient la séance d'entraînement, n'étaient pas du tout avertis. Ils étaient sur un coin de terrain et puis tout d'un coup, ils voyaient arriver Didier Deschamps et tout le staff de l'équipe de France sur le terrain de Cap d'Aille. Cette anecdote, le regard de ces enfants, Ça doit être énorme. ça a été quand même quelque chose d'énorme. Ah oui, ça doit être quand on est enfant, voir... on s'y attend pas à voir Didier Deschamps débarquer sur son stade à l'entraînement. On se demande vraiment... Et faire participer les enfants à des séances d'entraînement incroyable. Avec tout le staff de l'équipe de France, notamment l'entraîneur des gardiens, etc. Donc c'était... Ça, c'est vraiment des souvenirs qui vont rester ancrés à vie pour les gamins, forcément. On va parler un petit peu aussi de l'avenir, forcément. Quels sont les projets à venir pour les clubs, pour le club, on va dire à moyen et voire long terme ? À un moment donné, les projets, il fallait qu'on ait toujours toutes les équipes de jeunes en D1. On a goûté maintenant à la Ligue. On va essayer de faire monter les équipes de jeunes en Ligue, si on peut. D'accord. Et le projet numéro 1 aujourd'hui et numéro 2. Numéro 1, c'est la montée des 18 R1 qui sont actuellement premiers au classement en national, 19 nationaux. Et par conséquent, ça doit nous obliger à penser que l'équipe première, elle ne peut plus évoluer en district parce que nous avons des jeunes qui ont de la qualité et il faut qu'on puisse également faire monter l'équipe première en Ligue pour garder ces jeunes et pour pouvoir continuer cette progression. Est-ce que l'US Cap d'Aille a déjà été au niveau jeune, je parle, au niveau national ou ça va être, ça serait la première fois si jamais vous montez en... Jamais. Ah oui, ça serait incroyable. Jamais. Même pas en Ligue. La Ligue, on l'a connue ici, il y a quelques années, c'est tout. Avant, il n'y avait pas de Ligue. Oui, c'est incroyable. Déjà, l'évolution, d'arriver au niveau R1, c'est quand même c'est pas n'importe quel niveau. Arriver, ce serait encore un palier différent. Arriver aux 19 nationaux, ce serait quand même assez incroyable pour le club. L'arrivée de Christophe Dumoulin dans l'équipe première, ça fait aussi partie de ce projet justement de pouvoir monter en R. Alors, si vous permettez, je vais quand même souligner l'arrivée dans le club de Richard Dune et de son épouse Hélène Dune, donc avec FMC et notre collaboration fait que ça a mené cet engouement et on va dire, la possibilité de faire monter les jeunes en Ligue. Donc ça vient un peu de leur départ parce qu'ils ont créé une académie au sein du club. Et aujourd'hui, on se retrouve avec les 18 R1. À 80%, c'est des jeunes qui jouaient en U12 avec Richard, avec nous, avec Hélène. Donc, un grand merci à Richard et Hélène pour nous avoir permis de monter à ce niveau-là. L'arrivée de Christophe, c'est le départ de Grégoire Puel. Donc Grégoire était venu chez nous avec l'intention de rester 3 ans. Et malheureusement, le fait de présenter son diplôme le supérieur l'obligeait à avoir une équipe de niveau supérieur. Donc il n'avait pas avec nous. Donc, la possibilité d'entraîner l'AS Monaco fait que Grégoire est allé entraîner les 19 nationaux de l'AS Monaco avec Barry Larrault. Et nous nous sommes trouvés dans l'obligation de chercher un entraîneur. Christophe habitait à côté, juste là à côté. C'est un garçon que j'ai pu connaître quand il était à Menton. Quand il a entraîné Menton, c'est un ancien professionnel et c'est un garçon qui est d'un calme, d'une sérénité à toute épreuve. Et c'est dans la continuité de Grégoire. Comment vous voyez le club dans 10 ans, si vous deviez le situer, si vous deviez vous projeter, on va faire un peu de fiction. Avec tous nos projets réalisés. Ça serait l'idéal. Ça serait l'idéal. Bon, me projeter dans 10 ans, j'ai 70 ans, c'est un peu dur.
Mais voilà, c'est l'idéal. Ça serait que toutes nos équipes évoluent au moins en Ligue. Qu'on ait toujours la même ambition au niveau des jeunes. Je voulais rebondir sur justement le paysage un peu local. Est-ce que les entreprises ici vous soutiennent? Est-ce qu'il y a un véritable soutien au niveau du club ou pas vraiment? Il n'y a pas d'entreprise ici, vraiment de grosses entreprises, de grosses infrastructures. Oui, c'est petit, c'est un petit Cap d'Ail. La commune de Cap d'Ail, c'est composé de petits commerçants. Ouais. Donc, ils sont tous derrière nous. Les petits commerçants, à chaque fois qu'on les sollicite pour le loto, pour le calendrier, pour les fêtes du club, pour les tournois, donc ils sont toujours derrière nous. Mais c'est forcément limité. Nous n'avons pas, malheureusement, une grosse entreprise qui peut nous offrir un gros sponsoring. Oui, parce qu'aujourd'hui, comment un club comme Cap d'Ail arrive à créer son budget, entre guillemets? C'est une lutte. Oui, j'imagine. C'est une lutte. C'est une lutte parce que vous avez... c'est vite fait, le budget, vous savez, d'un club. Vous avez en recette, vous avez les licences, vous avez la subvention du conseil départemental, quand même... Le maire, chez nous, est premier vice-président du conseil départemental. Et puis tout le reste, il faut le trouver. Donc, on va le chercher. Tout le reste, ça part de la buvette, ça va au tournoi, ça va au calendrier, ça va au loto. Et puis, de récupérer des sponsors chez les parents de joueurs, à droite, à gauche, les petits dons. Et chaque année, c'est une lutte. J'imagine. Pour vous dire, c'est une lutte. Justement, est-ce qu'il y a des projets, d'événements que vous voulez créer justement pour permettre justement de consolider un petit peu une partie du budget, un gros tournoi, quelque chose qui peut être mis en place? On se rappelle justement du tournoi de centenaire avec pas mal de grosses équipes qui étaient venues, d'équipes pro. Est-ce que c'est quelque chose qui peut s'imaginer encore dans les années à venir? Faire un tournoi, on avait fait en partenariat avec l'ASM, on avait fait aussi mais ce n'était pas pour les 100 ans, un tournoi international où il y avait des équipes de jeunes, mais de Ligue 1 qui étaient venus. Je ne pense pas nous seuls, on n'a pas les épaules pour faire ça. On peut faire et on le fait bien, des événements locaux, mais avoir une grosse structure d'organisation, un tournoi international, chercher des logements, tout ça, on ne peut pas. On n'a pas les épaules. On pourrait le faire, mais avec un partenariat. Forcément. C'est que les clubs-là, il a raison, ces clubs que nous avions invités à l'époque, l'Olympique Lyonnais, la Juventus, etc., donc ça a des exigences, il faut les loger, il faut les nourrir, il faut les amener, et on n'a pas les épaules pour le faire. C'est impossible. Forcément. On arrive déjà à la fin de cet épisode, messieurs. Pour terminer, et ça passe très vite, avant de se quitter, si vous aviez un message tous les deux à adresser aux licenciés, aux Cap d'Aillois, à ceux en tout cas qui suivent le club. Venez nous aider, vous êtes les bienvenus et vous serez toujours bien accueillis. Et moi je terminerai par cette phrase légendaire, Dagaluska. Ah, c'est magnifique. Il y en a une autre, c'est qui Pagaluska. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, messieurs, pour ce moment de partage, pour ce que vous faites au quotidien aussi pour le football amateur local. Merci aussi aux auditeurs qui nous ont écoutés. On espère que ce numéro d'Un jour un club en tout cas vous a plu et on se retrouve très vite sur ActuFoot Podcast. Merci messieurs, passez une agréable journée. Merci à vous. À très bientôt, au revoir. Au revoir.